il y a un pays dont on est complètement dingue également et qu'on essaye de maintenir bon gré mal gré parce que c'est pas toujours simple et on a la chance donc d'avoir avec nous Marc Althea, c'est le Tchad et notamment l'Enedi, le Tibesti, les lacs du Nyanga. Bon, je vais laisser Marc en parler bien mieux que moi. Marc, on va arriver bientôt au Tchad. Le Tchad, bon, avec un cercle qui est centré sur le Tibesti, en fait, l'Enedi est un peu plus au sud-est. Voilà, Marc, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc, très heureux d'être là avec l'équipe de Tamera. Donc, cette histoire du Tchad, déjà, c'est pendant, comme Eric le disait, quand en 94, l'Algérie s'est fermée, c'était un drame pour tout le monde. Donc, on a regardé sur la Libye, sur la Mauritanie et puis sur le Tchad. Et Tamera était vraiment pionnière sur cette destination et a osé dire bon, on va aller pousser la porte du Tchad, qui était très compliquée à l'époque, en disant on va aller voir un petit peu ces beautés cachées dont on en avait entendu parler, mais on était bien loin de les connaître. Et puis depuis 88, bon an mal an, on va dire qu'on a maintenu des voyages sur le Tchad avec des hauts et des bas, des périodes plus ou moins troublées. Et le Tchad a connu un peu son heure de gloire en 2012, lorsqu'il y a eu les vols charters en direct Marseille-Faya-Largeau. Alors Faya-Largeau, qui est la grosse oisine libyenne, qui est au centre de ce qu'on appelle le BET, le Bourkou Enedi Tibesti. Donc c'est un territoire qui est aussi vaste que la France, une zone saharienne qui a cette particularité d'avoir gardé énormément de traces de son passé. On va ralentir un peu sur les photos. Son passé sahélien, par ses peintures rupestres, par son relief et aussi par ses gueltas. Donc le Tchad, c'est un pays à 1 200 000 km², qui au sud, là où est concentrée toute la population, a un climat plutôt tropical humide. Le centre est très sahélien. Alors sahélien en arabe, ça veut dire le rivage. Donc il porte bien son nom, parce qu'on a une grande cuvette au nord de laquelle on a les deux grands massifs. Le massif du Tibesti, qui fait la frontière avec le Niger et la Libye, et le massif de l'Enedi, qui fait la frontière Libye et Soudan. Tout le centre de ce pays, en fait, c'est une vaste, qu'on appelle le Bahr el Ghazal, une vaste cuvette qui descend vers le lac Tchad. Donc, qui est une immense mer intérieure qui s'est asséchée il y a environ 5000 ans. Donc, il y a 5000 ans, c'est pas vieux à l'échelle géologique, donc ça laisse énormément de traces. Et c'est là où on va le voir du côté de l'Enedi et dans les massifs. Au nord, on a un massif volcanique, le Tibesti, avec la surréaction des volcans qui ont poussé une carapace de grès. Donc la photo que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les Tassili du Haut-Bourkou, donc au nord de Faya, au pied de l'Emikoussi. Les grès ont été chahutés avec une percée de volcanique et un volcan, l'Emikoussi, qui est monté jusqu'à 3415 mètres. Donc c'est le point culminant du Sahara, c'est son sommet. Sommet, en fait, qu'on atteint avec une randonnée, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure plus précisément, mais il y a des calderas au sommet où il y a une richesse locale qui est le natron. Le natron qui est ce sel qui sert à la pharmacopée depuis l'Égypte antique, mais aussi aux troupeaux, que ce soit les bovins sahéliens et les troupeaux de chameaux. Lorsqu'on parle de N'Djamena, en fait, on remonte, donc de N'Djamena, on est tout de suite dans le désert, il y a une quarantaine de kilomètres de goudron avant de retrouver la steppe sahélienne. Un premier massif qu'on appelle le massif du Guéra, qui est un massif volcanique, dans lequel il y a les Adjiraï, les hommes tête de pierre. Et donc, il y a énormément d'ethnies. On est encore dans une Afrique subsaharienne avec des villages de Kaz, avec vraiment cette ambiance très Afrique noire. Et on remonte à travers ce qu'on appelle le pays des Arabes. Alors là-bas, il faut savoir que les Arabes, ce sont les gens qui sont arrivés du Soudan, islamisés du Soudan. Et donc, ce sont des peuples noirs, parce qu'au Tchad, tout le monde est noir. D'ailleurs, la France l'appelait le pays nègre. Donc, du nord au sud, les populations sont noires. Et
on va tout de suite avoir, après le Guéra, ces grands espaces sahariens, ce grand vide entre le Sahel et le Sahara, pour monter sur l'Enedi. L'Enedi, c'est le Tassili des Adjers x 10. Alors, je suis un peu, un peu prétentieux, mais c'est monumental. Donc, c'est un Tassili de grès monumental avec toujours un incident sahélien, c'est-à-dire on va retrouver des grandes forêts d'acacias, on va retrouver des crocodiles, on va retrouver des singes, des damans. Les adax sont en cours de réintroduction ainsi que les oryx. Les autruches sont encore présentes dans à la frontière soudanaise et on a un très 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 beau massif. Donc on peut peut-être continuer un peu les images. On a un très beau massif de grès au rouge, voilà, chahuté aussi. Alors dans le sud-ouest du massif, on a ce qu'on appelle les archipels, c'est des espèces de massifs de grès, très hauts, très grands, jusqu'à 800. Le point culminant de l'Emikoussi est à 1200 mètres. Mais on peut avoir des falaises de 400 mètres de haut, comme dans la Guelta d'Archer, et des formes d'érosion absolument fantastiques. Arche monumentale, Guelta avec, comme on voit là, c'est les forêts d'acacia. Là, on est sur une caldeira, donc ça, on est au sommet de l'Emikoussi. Donc, et on a vraiment un paysage assez, en même temps grandiose et en même temps le côté intime de mélange de roches et de sable. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas trop s'attendre au sable comme dans la Tadrart. Du côté de l'Enedi, on a plutôt des dunes stabilisées. Donc, ce sont des dunes qui sont pas très hautes et qui sont stabilisées avec de la végétation sur des socles d'argile. Mais on a quand même ce mélange roche-sable. C'est aussi une montagne aux écritures, puisqu'il y a énormément de fresques de très haute qualité, un peu moins vieilles que celles qu'on va trouver en Algérie, qui sont du côté de l'Enedi, plutôt moins 5000 ans. Et plus on va monter vers la Libye, plus on va trouver des fresques anciennes. Donc là, on voit Alifolia, justement, sous une de ces grottes à peinture. Avec Tamera, nous avons fait différents voyages. Et celui, aujourd'hui, que nous défendons, c'est un voyage où on va aux sources donc d'Archer, aux sources de la fameuse Guelta au crocodile. On verra des images tout à l'heure. Alors, c'est quand même un voyage qui va nous permettre de remonter le temps. On va partir donc de l'embouchure. Là, vous voyez, alors je vous présente Guigny Gailé Toumaï, qui est le chef d'agence, avec qui on travaille depuis 2012. Donc, qui était donc un jeune, alors on dit Toubou, mais on dira plutôt Goran, un jeune Goran, avec qui on travaille. Dans nos équipes aussi, je reviendrai après sur le voyage, puisqu'on est sur les équipes. Dans nos équipes, nous avons intégré aussi des femmes, puisqu'en fait, nous sommes arrivés quasiment à l'an zéro du tourisme au Tchad. On n'a pas voulu laisser les femmes sur le bord de la route, juste à vendre des colliers et à faire du thé. Et donc, on les a intégrés dans nos équipes. On a eu des femmes chauffeurs, on a des femmes cuisinières, on a même eu des femmes accompagnatrices, voilà, ce qui donne vraiment quelque chose de particulier au voyage. Là, on est sous l'arche d'Aloba. Alors, il paraît qu'elle contiendrait Notre-Dame avant qu'elle brûle. Donc, mais ça, moi, j'ai pas été vérifié, j'ai pas mesuré. C'est ce qui se dit. Donc, c'est une arche qui fait plus de 90 mètres de haut, qui est absolument colossale. Donc voilà, on a ce côté très monumental de l'Enedi. Le voyage de Tamera part aux sources d'Archer. On va partir de cet archipel dont je vous parlais tout à l'heure, dont la Guelta d'Archer, pour aller remonter à l'intérieur du plateau et voir comment tout ce réseau hydrographique fonctionnait. Et on va remonter jusqu'à ce qu'on appelle des forêts-galeries. Donc, ce sont à l'intérieur du plateau de grès de l'Enedi, on a des écosystèmes fossiles qui ont conservé ce qui se passait il y a 5000 ans. Donc, aussi bien au niveau des espèces végétales que des espèces animales. Et ces forêts-galeries donc, ont d'ailleurs suscité l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, l'Enedi vient d'être classé merveille du monde. Guelta d'Archer, qui est une guelta absolument fantastique, et pour son activité humaine, et
pour sa géologie et pour son ambiance. Une géologie très particulière parce que là, vous êtes dans un labyrinthe, le labyrinthe d'Oyo. C'est un labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe, on peut s'y perdre. Donc, c'est une carapace de grès complètement fissurée avec des passages de droite et de gauche absolument uniques. On voit ça nulle part ailleurs. Là, nous sommes redescendus donc, sur les populations du Guéra. Donc là, on est beaucoup plus au sud des populations dont on parlait avant. Donc les photos, elles sont un peu mélangées. En quittant l'Enedi, donc on remonte dans ce qu'on appelle la dépression du Mourdi, qui est un ensemble de sable, de dunes vives, de barkhanes, pour arriver en 2 jours à un autre endroit qui a retenu l'attention de l'UNESCO parce qu'il a été classé aussi, qui sont les lacs d'Unyanga. Les lacs d'Unyanga sont 2 complexes de lacs, 18 lacs au total. Et ce sont des lacs, dont celui-ci que l'on voit, le lac Boku, qui sont des lacs d'eau douce, qui contiennent des poissons dans lesquels on peut se baigner, et qui sont sur une des zones les plus arides de la planète et les plus chaudes de la planète. En fait, c'est cette chaleur et cette aridité qui, par l'évaporation, pompe l'eau qui est vraiment sous des amas de sable. L'eau traverse les sables, se désalinise et arrive à la surface en étant pure. Donc une merveille de paysage, une merveille géologique. Là, c'est le pays des Zounia. Donc les Zounia font partie de la grande famille des Gouranes. Donc on a les Zounia, on a les Bideyat, on a les Teda, qu'on appelle les Toubou, les Daza, ceux qui parlent le Daza, qui est la langue générale. L'origine de ces populations, donc ils sont vraiment au nord donc du Tchad. On pense qu'elles il y a une origine, on pense qu'elles viennent d'Éthiopie à une époque, en tout cas du Soudan ou d'Éthiopie, et qu'elles se sont réfugiées dans ces massifs. Voilà, un des complexes, ça c'est le complexe du lac Boku. Là, sur ce complexe-là, il y en a d'autres à côté, il y a 14 lacs différents. Donc, on est vraiment... Donc, là, on n'est pas loin de la frontière libyenne et on est complètement au nord de l'Enedi. Ça, c'est les photos des populations du Guéra. Donc, ça, on n'est pas du tout dans le... là, de nouveau, le Guéra, avec les massifs volcaniques. Et si on part... voilà, ça, c'est moi en Ben Laden. Et avec Momo, alors Momo qui est complètement sur notre droite de l'image, Momo fait partie vraiment des anciens et qui a accueilli tous les groupes Tamera depuis je crois le premier en 97, donc qui est venu au Tchad et qui a suivi toute l'évolution de Tamera au Tchad. Kémé et donc aussi au lac. Donc, quand on est au nord de l'Enedi, on a ces lacs. Et si on part un petit peu plus à l'ouest, on va arriver sur le massif du Tibesti. Alors, le massif du Tibesti, en fait, il est coupé en 2. On a ce qu'on appelle le Borkou et le Tibesti. Le Tibesti, ça va être vraiment le domaine volcanique, alors que le Borkou va être plus le domaine du grès. Donc, on est sur Faya Largeau. Faya Largeau, c'est la plus grande palmeraie, je crois, après Los Angeles. 70 km de long, environ 10 000 habitants, et c'est un nœud caravanier depuis des siècles. Et c'est toujours un nœud aujourd'hui entre ce qui transite du Soudan et ce qui arrive de Libye. Donc, il faut savoir que de Libye, il circule toujours beaucoup de choses. Alors, on dit que c'est trafiquant, oui, parce qu'il n'y a pas de barrière douanière, mais en fait, c'est simplement des marchandises qui circulent. Et on est sur une cordillère tassilienne, donc une espèce de colonne vertébrale qui va partir de Tassili relativement bas et qui vont monter comme des citadelles pour aller jusqu'au pied de l'Emikoussi. Le pied de l'Emikoussi, c'est un immense massif, un peu une montagne de lure que l'on voit au loin, bleutée, et où il y a une activité particulière. Je vous le disais tout à l'heure, c'était le natron. Donc, il y a toujours des chameliers, puisqu'évidemment, au sommet de l'Emikoussi, il n'y a pas de chameaux. Il y a toujours des chameliers en bas qui permettent de faire l'ascension de l'Emikoussi, qui se fait en 7 jours, aller-retour, et qui sont des chameaux de montagne. Ce sont vraiment des chameaux particuliers qui peuvent passer à travers les champs de lave pour monter là-haut. Donc, c'est le point culminant du Sahara. C'est un voyage absolument fantastique.
relativement rude. Il faut savoir que tout ce qui est au Tchad est caractériel. Le temps est caractériel, les gens sont caractériels, les reliefs sont caractériels. Donc on est vraiment sur un pays qui a un peu trempé d'acier. On est toujours sur une activité touristique basse, parce que ça s'est jamais développé. Donc on est toujours un peu en première fois quand on va au Tchad. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir un tout petit peu d'indulgence avec les gens avec lesquels on travaille. Donc, qui connaissent leur boulot, qui connaissent la sécurité, etc., mais qui sont restés des Sahariens purs. Alors, beaucoup de gens comparent les voyages au Tchad que l'on fait aujourd'hui comme les tout premiers voyages qu'on faisait en Algérie dans les années 70. Donc, ça reste du voyage d'expédition, ça reste du voyage vrai, ça reste du voyage authentique. Et ça fait pas semblant. Et on est vraiment quasi seul. Alors, pour les agences françaises, on peut dire que voilà, il n'y a que Tamera qui y va. Donc, il n'y a pas grand monde qui va au Tchad. Et ce qui lui donne de l'authenticité, de la force. Et je crois, pour avoir traversé beaucoup de pays sahariens, je me suis beaucoup arrêté au Tchad, fait partie des plus beaux paysages que l'on puisse rencontrer au Tchad, au Sahara. Voilà. Marc, merci beaucoup. Ta culture, ta connaissance de ce pays depuis si longtemps. Voilà, je pense que ça nous a tous touchés. On va regarder s'il y a des questions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, Damien, tu nous les poses alors, parce que peut-être que moi, je ne les vois pas. Alors, bien sûr. Alors, justement, on peut rebondir peut-être sur la dernière phrase de Marc, donc de beaux paysages. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Sahara, on a eu la question, par quoi on commence? Par quoi on commence il y a aujourd'hui, il y a 3 pays sahariens véritablement ouverts, je dirais presque 2, mais bon, nos amis mauritaniens m'en voudraient, c'est le Grand Sud algérien, le Tchad et la Mauritanie. Voilà. Donc, de ces 3 pays, je dirais qu'il faut faire les 3. Bon, comme disait Marc, le Tchad a quelque chose d'encore plus probablement, même si l'Algérie n'a pas tellement progressé sur les 7-8 dernières années, mais quelque chose de plus primal, comme on dirait, d'un peu plus brutal, d'un peu plus difficile. Mais bon, d'un autre côté, de plus grandiose, effectivement, en termes d'échelle. Est-ce qu'il faut commencer peut-être par l'Algérie puis le Tchad? Voilà. Bon, je pense que si on est intéressé par le Sahara, il faut de toute façon faire ces 3 pays, tant qu'ils sont ouverts, tant qu'ils sont accessibles. Dans quel ordre? C'est peut-être aussi une question de budget. Voilà, je pense qu'on a les 3 pays vraiment essentiels. Marc, qu'est-ce que tu dirais, toi qui connais très bien d'ailleurs tout le Sahara? Moi, je dirais que la première expérience saharienne, elle est fondamentale. Et s'il y a la possibilité, c'est de faire une plongée au Sahara central. Donc voilà, Algérie, Tchad, puisque c'est là où, ce qui est fort au Sahara, c'est les paysages, etc. Mais c'est aussi l'espace, le vide qui est autour de nous. Comment on se remplit ce vide? Donc c'est ça aussi qui est important. Et ces nuits de bivouac. Donc, c'est vrai que ce soit en Algérie ou au Tchad, on va rencontrer ça, on va rencontrer vraiment, on est très très loin, on va s'apercevoir qu'on est très très loin de tout. On est vraiment en plein milieu du Sahara. Et justement, c'est combien de temps minimum quand même pour le Tchad? Parce que je vois qu'il y a une question de Serge, donc je rebondis tout de suite dessus. Est-ce possible en une semaine? Non, une semaine au Tchad, non, c'est absolument impossible. Ça l'a été quand il y avait les charters depuis Marseille, mais bon, même c'était très court. Donc, il y a un temps d'acclimatation en plus dans ces pays-là qu'il faut pas négliger. On est loin, donc faut prendre le temps. Non, il faut un minimum de. Aujourd'hui, on est sur du 17 jours. Alors, faut savoir, je n'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, on a des vols intérieurs qui nous permettent d'accéder directement au site, alors qu'avant qu'on faisait toute la traversée en voiture. Donc aujourd'hui, on a les vols intérieurs qui sont opérés par Ethiopian Airlines, qui nous permettent de faire de N'Djamena à Faya ou de N'Djamena
à Béché. Donc, il nous raccourcit un peu la durée du voyage, mais c'est des voyages longs, c'est des voyages immersifs. Alors, justement, tu as évoqué un peu tout à l'heure, Eric, le point sécurité. On a eu quelques questions, notamment parce que ces régions sont plutôt en zone rouge sur le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à rajouter par rapport à ce point? Alors, sur la Mauritanie, j'aurais pu regarder juste avant de vous parler, mais je crois qu'on est en zone orange. Sur effectivement le Grand Sud algérien, bon, alors c'est sur l'épaisseur du trait, Jeannette est en zone rouge quand ce qui est au-dessus est en zone orange. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le site du ministère des Affaires étrangères britannique, et là on verra que le Grand Sud algérien est en vert. Bon. Donc il y a des sujets qui sont assez compliqués. Effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais globalement, ce sont des endroits qui sont sécurisés. Comme on l'a souvent dit, il est plus facile d'interdire que d'autoriser. Une fois que c'est interdit, le fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui va oser rendre ça possible prend quand même un risque massif individuel, et j'aimerais pas être à sa place. Donc, du coup, une grosse inertie sur l'évaluation qui est faite par le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, voilà, il faut savoir avec qui on part, et avec nous et avec Marc en particulier pour le Tchad, on est en sécurité. Peut-être Marc, effectivement, il y a une actualité l'année dernière sur le Tchad. Peut-être que tu peux nous en dire plus, toi qui connais mieux cette région. Alors voilà, nous on se porte complètement en faux par rapport au MAE, et puis on n'a pas peur de le dire, de le clamer, comme les autorités tchadiennes se portent en faux aussi par rapport à la mise en rouge, notamment d'une partie d'Enedi, sachant que Fada est en orange et Amgeras aussi, donc les deux villes principales de l'Enedi sont en orange, mais pas la zone de Lemikoussi, la zone de Fayette en orange. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur. C'est lui qui délivre les autorisations de circuler, parce que chaque voyage est soumis à autorisation de circuler. On fournit les numéros des véhicules, le nom des chauffeurs qui l'accompagnent, nos itinéraires. Et nous travaillons avec les autorités tchadiennes qui connaissent leur pays, qui, pour une raison évidente, ne vont jamais risquer la peau d'un étranger dans leur pays, surtout qu'ils souffrent déjà d'une très très mauvaise image de marque, qu'ils investissent énormément dans le tourisme en ce moment. Pour exemple, on a tous les gens des African Park et une grosse agence, pas agence, mais c'est une ONG sud-africaine qui gère l'espace naturel de l'Enedi, dont pas rapatrier leur personnel. Les équipes d'archéologues qui travaillent, même françaises, ont eu les autorisations c'est nous qui les avons accompagnés, de continuer leur chantier, malgré la zone rouge, mais on interdit aux touristes français d'y aller. C'est un peu scandaleux, nous on est en colère parce qu'on a ces interdictions depuis 2012, on a eu les interdictions de faire atterrir les vols, on a fait atterrir les vols, il ne s'est jamais rien passé. Depuis 2012, on a accueilli peut-être environ 3000 personnes, on a eu zéro problème. Il y a eu plus de problèmes à Marseille, à Lyon, à Paris que au Tchad. Alors, on va pas dire que c'est le pays des bisounours, c'est pas vrai. On est vigilant, on travaille avec les populations depuis de nombreuses années, donc c'est eux le premier indicateur qui vont nous dire non, mais là vous venez pas. Et puis les autorités tchadiennes, sachant que l'armée tchadienne c'est quand même une des seules armées qui combat en Libye, qui est pas en Libye, oui en Libye, mais surtout au Mali. Donc la France a fait appel à eux pour combattre au Mali, et en fait ils payent leur engagement en gros en disant bah oui mais comme ils combattent au Mali peut-être qu'il y aura de la représailles au Tchad. Ah ouais, c'est assez aberrant. Donc évidemment s'il y a le moindre souci on préfère annuler un groupe que s'enferrer, et on veut la liberté et la sécurité. Et la campagne, aujourd'hui, on espère que d'ici le début de l'année, la zone rouge soit retirée. Merci. Ouais. Quelques petites questions comme ça, assez brèves. Donc, pour revenir sur le vol sur Faya, c'est dans les programmes. C'était une question donc de Alain. Alors oui, on vole. Bon, ce qui change pas, tu confirmes, Marc, ça change rien à la durée du programme.
ni à son tarif. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est plus confortable. C'est-à-dire au lieu de passer une journée dans un 4x4, eh ben, on va passer 1 heure dans un vol, mais enfin, entre les transferts aéroport, aller-retour, etc. Bon, donc ça change fondamentalement rien. Avec Marc, évidemment, on est très agile et on s'adapte un peu au jour le jour à ce qui se fait de mieux pour nos participants. Pour ce qui est de la Tadrart, tu parlais donc de logistique 4x4. Visiblement, je crois que c'était une remarque de Claire qui disait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient justement en 4x4, mais sans vraiment randonner. Donc, est-ce qu'on voit les 4x4 et deux, est-ce que c'est surchargé? Alors, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, c'est vrai que les touristes français qui sont un peu décriés dans le monde entier, bon, c'est quand même un peu eux qui ont ouvert le tourisme saharien, et il y a une culture française qui malheureusement n'est pas nécessairement reprise par les autres nationalités. Et donc, bon, il y en a peut-être qui sont moins à pied que nous. Il y a un nouveau phénomène en fait qui est assez exceptionnel pour l'Algérie, c'est que nous on a eu souvent des Algériens qui nous appelaient pour s'inscrire sur nos programmes, et encore maintenant d'ailleurs, mais de plus en plus les Algériens, les nationaux, ont tendance à descendre pour découvrir leur pays en fait qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai que notamment à des périodes on va dire de pointe, notamment Noël, etc., comme on retrouve en Tunisie ou au Maroc, il peut y avoir un peu de monde, des familles qui viennent passer Noël ou le jour de l'an voilà, dans le sud algérien. Donc c'est ce phénomène qui fait qu'on peut voir plus de voitures. Après, c'est toute l'intelligence aussi du guide, et puis alors, parce que si ce n'est pas des nationaux, ils sont guidés. S'ils sont guidés, les guides s'arrangent entre eux quand il y a 5 groupes en même temps pour ne pas passer la nuit l'un à côté de l'autre. Quand c'est des nationaux qui, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent en 4x4, bon, encore faut-il qu'ils aillent dans la Tadrart, mais là, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, je crois qu'il faut minimiser le problème, mais c'est vrai qu'il peut se passer à Noël ou pour le jour de l'an. Et par rapport à la logistique 4x4, donc comme tu l'expliquais, c'est que ce serait aberrant de faire venir des... Oui. En fait, il n'y a pas de tourisme où celui qui est cité, bon, que ce soit le tourisme international hors France, les Allemands, les Italiens, les Espagnols dont parlait Marc, les Chinois aussi qui arrivent de plus en plus, les Japonais qui adorent la Tadrart évidemment parce que c'est un peu plus cultivé, et que la Tadrart est le grand sud algérien, et que tout cet art rupestre évidemment est une merveille. Bon, eux n'utilisent pas de dromadaire, ils s'en moquent. Et en général, d'ailleurs, c'est sur des durées très courtes. Ils viennent pour 2 jours, ils repartent. Ils ne sont absolument pas dans l'esprit qui est le nôtre, et qui est très propre d'ailleurs quand même, encore une fois, aux Français. Donc il n'y a pas de besoin de dromadaire. C'est très compliqué de les faire survivre sur la saison puisqu'il y a très peu de points d'eau, donc il n'y a aucune raison d'avoir des dromadaires là-bas. Et tant qu'il n'y aura pas plus de tourisme, il faut se souvenir qu'il y a plus de 10 ans d'ici, il y avait des milliers de personnes quand même qui allaient dans les Tassil et Nadjer chaque semaine. Donc c'était quand même une autre affaire. Bon, mais c'est sûr qu'il y a 2-3 ans encore, on était peut-être un groupe de 5 ou de 6 Taméra, on était les seuls dans la Tadrart. C'est sûr que c'est en train de changer. Bon, c'est aussi une preuve que les choses se détendent quand même très largement dans cette région du monde, quoi. Et bien sûr, dans la journée, les 4x4 prennent une route complètement différente. On les retrouve juste... Oui, on peut... Je veux dire, il suffit de partir le 7 novembre, le 27 novembre, le 4 décembre, le 8 janvier, enfin, je veux dire, hors période évidente, et là, vous aurez absolument personne pour trouver la Tadrart que pour vous, quoi. Je parlais juste de la logistique. La logistique, nos 4x4 à nous, oui. On ne les voit pas en journée. Non. Les 4x4 sont juste là pour porter la logistique, les tentes, la popote, etc. On les quitte le soir, on les quitte le matin, et on retrouve le soir. On les requitte le lendemain. Nuit à la Belle Étoile, bien sûr. Nuit à la Belle Étoile, évidemment, comme on le veut. La tente est montée. Après, si on préfère dormir à la Belle Étoile, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des gens, c'est tout à fait possible. Alors, pour répondre également à une question je crois que c'était Henri, Céphare, pas possible. Non. Voilà. Alors, si possible, comme je le disais, sur 8 jours, un groupe de 12 constitué avec une escorte, encore une fois, militaire. Si vous avez un groupe de 12 ou plus et que vous voulez le faire, je peux absolument vous l'organiser. Mais on ne va pas le proposer, nous.
Une question également qui est revenue, mais là c'est par rapport au combiné plutôt Soudan, Égypte. Je ne sais plus s'il y est, tu as évoqué un prochain voyage combinant Éthiopie. Oui, Éthiopie, Soudan, Égypte, voilà. Des sources du Nil jusqu'à son embouchure. Donc ça, c'est un programme qui est tout à fait plus que dans les tuyaux, que Nawar tient prêt et qui sera publié, je pense, dans les jours qui viennent. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres dernières questions. Si tu veux ajouter un mot, Marc ou Eric. Marc, est-ce que tu voulais ajouter un dernier mot? Je voulais simplement dire que les rendez-vous au Sahara, ça reste inoubliable. Et je crois que c'est quelque chose qui nous marque à vie. Hein. Bon, moi, je voulais te remercier encore pour tout ce que tu fais pour nous et pour cette région du monde. Et merci d'avoir été avec nous ce soir. Il est 19h30, c'est une webconférence plus longue que d'habitude. En général, on essaie de tenir sur 3 quarts d'heure. Ça fait 1 heure. Je pense que vous avez peut-être tous des choses à faire. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions particulières. Pas d'autres questions particulières. On va juste peut-être mettre le lien. Thibaut va mettre le lien dans le chat. Sur tous nos voyages Sahara, parce que je crois que Marie-Laure était vraiment très intéressée pour s'inscrire sur le Tchad. Donc, n'hésitez pas si c'est… Alors, Tchad, 2 départs confirmés, un début décembre, un début janvier. Hein. Les 2 sont sur la randonnée Chemélière dans l'Inédit. Donc, voilà. Et pour décembre, c'est le moment de vous y inscrire. Voilà, merci à tous. Donc, tamera.fr, vous avez tous nos programmes. Et vous n'hésitez pas à nous appeler. Mon collègue Thibaut, là, qui est à la régie, est aussi celui qui m'aide dans la réponse donc, à vos questions et à prendre en charge vos inscriptions. Voilà. Donc, écoutez, bonne saison à vous, bonne saison saharienne et puis bon début d'année. Et prochaine webconf, donc le Arctic Circle Trail, le 23 octobre. Voilà, 23 octobre, absolument. Donc, on va changer, on va aller sur le polaire, sur le froid, en hivernal. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.